Avec Amandine, on parle d'entrepreneuriat non prédateur inspiré des chevaux. Notre invité du jour, puisqu'aujourd'hui nous avons une interview comme épisode de podcast, lui parle d'humanité et parle de consentement, oui oui, de consentement, comme dans les actes sexuels, mais appliqué à la vente. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Thomas Burbidge, anglais de ses origines, tout comme moi d'ailleurs. On a eu une conversation cet été, lui et moi, sur sa vision de l'entrepreneuriat. Et je tiens vraiment à vous la partager, notamment dans cette période où on organise un magnifique challenge pour se réconcilier avec la vente, pour se réconcilier au niveau de ses valeurs, de ces conflits intérieurs qu'on peut avoir en termes de croyances et de valeurs autour de la vente, comment les chevaux peuvent nous y aider. Et ben, cette interview est absolument pépite, donc allez l'écouter, mais avant ça, jingle. Bienvenue dans Débridé, le podcast qui révolutionne le monde du cheval. Voilà, je vous laisse avec notre ami Thomas. J'espère que vous allez profiter pleinement de tout ce qu'il partage. C'est une autre manière de dire la même chose que nous en fait. C'est quelqu'un de très très profond. Si vous voulez aller découvrir ce qu'il fait, il est vraiment spécialisé pour accompagner spécifiquement les freelances avec une approche qui est assez similaire à la nôtre, fondamentalement. Je vous laisse découvrir son interview, ce qu'il fait, et surtout, si vous écoutez ce podcast avant le 19 janvier, inscrivez-vous à ce superbe challenge qu'on organise avec Amandine. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. 4 jours, vous avez juste à venir travailler à votre rythme, 1 heure par jour, pour venir débloquer des choses très très profondes au niveau de votre rapport à la vente, pour au lieu que ça vous crispe et au lieu de fuir ça, parce que sans vente, il n'y a pas de business, on s'est dit qu'on allait mettre les 2 pieds dans le plat en ce début d'année 2024 et organiser un challenge où chacun va pouvoir travailler son rapport à la vente pour y retrouver du plaisir, pour accorder la vente à ses valeurs, pour accorder la vente à comment est-ce qu'on fonctionne individuellement, donc à soi, et puis en profiter pour faire une vente pendant ce challenge et se rendre compte que c'est possible de bien gagner sa vie. Et nous, on va enseigner 2 choses à travers cette expérience. Moi, je vais enseigner ce que les chevaux nous partagent sur la vente non prédatrice. Et Amandine, qui est spécialiste du passage à l'action, eh bien, elle va vous aider à continuer d'agir, même si c'est inconfortable, parce que la vente, ça nous demande de créer un peu d'inconfort chez nous et chez les autres. Donc voilà pour le programme de ce beau challenge. Et je vous laisse maintenant avec Thomas. Profitez bien. T'as dû appuyer sur j'ai compris. Got it, ouais. Ok, attends, je te retrouve. Ok, cool. Bon, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial qui s'appelle Thomas, en français, Burbridge, puisqu'on parle en français. Est-ce que tu peux nous le dire, s'il te plaît, avec ton bel accent anglais? Thomas Burbidge. Et derrière, tu as Ah, fait l'erreur courante que tous les Français font, tu as rajouté un R sans faire exprès à un endroit où il n'y en a pas. ah, mais oui, c'est Burbidge. Ouais. Mais Excellent. t'en fais pas. J'ai j'ai l'habitude, et j'avais même un prof de maths au collège qui m'appelait pour se moquer le petit pont de beurre, parce Ah, que bah, ça, Beurre c'est Bridge. magnifique. Bon, Thomas, on est ici ensemble pour un épisode spécial. J'ai tenu à t'inviter tout spécialement parce que je me suis rendu compte à travers les posts que tu partageais, notamment sur Instagram, je t'ai découvert en premier sur cette plateforme, qu'on parle de la même chose. Moi, je Mhm. parle à travers la sagesse des chevaux de l'entrepreneuriat non prédateur. Toi, tu parles de l'entrepreneuriat et on va découvrir comment, comme on le disait tout à l'heure, en étant passé par une autre porte, mais en fait, on parle vraiment des mêmes sujets. Et donc, je voulais absolument t'accueillir ici pour qu'on puisse donner un écho à ta façon à toi d'aborder ce sujet de l'entrepreneuriat. On va mettre du coup des gros guillemets non prédateurs et voir ta version de ce que ça veut dire. Et donc, à travers cet épisode, je voudrais que, on découvre qui tu es et ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à être, je sais pas comment tu t'appelles d'ailleurs, comment tu poses un nom sur ce que tu fais. Est-ce que tu es coach business? T'es quoi? On va peut-être commencer par ça. Ouais, c'est une question parce moi j'aime bien et on a un séminaire
qu'on offre aux personnes qu'on accompagne sur ce sujet. J'aime bien jouer avec mon identité. Donc, mon identité, c'est ce que j'appelle toutes les choses qui viennent derrière la phrase, le début de phrase je suis. Et j'aime bien jouer avec parce que je vois que souvent nos identités, elles nous enferment. Et il y a des études fascinantes là-dessus, par exemple, pour les gens qui fument, qui disent moi je suis fumeur, c'est trop dur d'arrêter de fumer. Ben, la corrélation de mon identité avec l'acte de fumer, Exact. il y a des mesures qui montrent que c'est beaucoup plus dur d'arrêter quand on a cette accroche identitaire. Donc moi j'aime bien jouer avec, ce qui est chouette parce que du coup ça a plein de bénéfices où je me sens jamais vraiment enfermé dans une case. Et en même temps ça a l'inconvénient que les gens ont parfois du mal à m'étiqueter. Du coup, si on devrait faire si on faisait un patchwork de différentes étiquettes Yes. à aujourd'hui, En tout cas, aujourd'hui, ouais. qu'est-ce que tu dis? Aujourd'hui, Ouais. le terme qui me parle aujourd'hui, il est apparu il y a pas si longtemps que ça, mais en ce moment, j'ai en tête l'étiquette de coach business militant. Ouais. Et c'est la notion de militantisme que j'ai rajoutée récemment, et on détaillera ce que ça veut dire pour moi, je pense, dans la discussion. Mais en ce moment, c'est comme ça que j'aime bien m'étiqueter, ouais. On va découvrir un peu plus ce que tu fais du coup. Donc, je voudrais qu'on partage ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach business militantiste. Et tu parles aussi beaucoup de prospection consentie et j'adorerais que tu nous donnes un éclairage là-dessus. Ça, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et je voudrais que les personnes qui écoutent le podcast repartent avec Hmm. euh, une prise de conscience, tu sais, quelque chose qui peut vraiment les aider à faire de la prospection ou du marketing ou de la communication ou bref, peu importe comment ils veulent l'appliquer dans leur business, avec vraiment une conscience accrue Ouais, de ouais. ce qu'ils sont en train de faire. Trop bien. Je pense que de toute façon, on peut arriver à ça assez naturellement avec les étapes de mon chemin de vie. Et bon, tu me diras d'accélérer plus ou moins à certains moments parce que ça peut durer un moment. Le fait que je détaille tout ce qui m'a mené à faire ce que je suis là et ce que je fais là parce que, et ça c'est une réflexion d'ailleurs pour les gens qui nous écoutent, je pense, qui est intéressante. Moi, j'ai vraiment l'impression que les étapes de ma vie sont à chaque fois un terreau pour les nouvelles choses que je mets en place, les nouvelles idées, les nouvelles envies, les évolutions de mon entreprise, le fait de me lancer à mon compte. En fait, j'ai l'impression que je suis constamment en train de recycler ce que j'ai vécu dans ma vie et au fur et à mesure, ça avance. Et tu vois, une métaphore que j'utilise souvent pour nos clientes, c'est celle tu sais, les dessins qu'on faisait quand on était petit où on reliait les points avec les numéros. Donc le 1, on Oui, reliait au 2, au lieu au 3, etc. mes enfants, ils adorent ça en ce moment. Et en fait, moi, ce qui me vient avec ça, c'est qu'on ne sait pas à quoi ça ressemble l'image finale avant d'avoir terminé. Donc, quand tu es au point 13 sur 72, tu sais pas encore que c'est un cheval que tu es en train de dessiner, mais voilà, tu es en chemin vers. Moi, j'aime bien appliquer cette sorte de métaphore aussi à nos vies et dire, en fait, on ne sait pas où est-ce qu'on va atterrir à la fin, mais en ce moment, c'est quoi le sens du point 12 au point 13, du point 13 au point 14, et juste suivre le chemin en faisant confiance qu'à la fin, ce sera un beau dessin, quoi. Et moi, j'ai vraiment l'impression que d'année en année, de phase de vie en phase de vie, ça évolue. Et il y a une personne qui s'appelle Laetitia Vito qui travaille beaucoup sur les sujets autour du futur du travail, qui a une belle manière d'en parler. Elle dit qu'on est passé d'un mode de vie en 3 phases, études, travail, retraite, où en gros, de 0 à 20, 25 ans, tu te prépares à tes 40 ans de travail, et après tes 40 ans de travail, tu te reposes. Et elle disait, voilà, on avait un travail unique, une carrière toute tracée, hyper cohérente. Souvent, on Et avait là une où, prise unique d'ailleurs, hein, il y a encore ouais, la génération de nos grands-parents, c'était vraiment un an. exactement. Et que là, maintenant, on est passé plutôt dans des vies avec des multiples phases, voire des multiples vies, où il y a de la réinvention constante. Même au sein d'une même industrie, par exemple, on va changer de rôle plusieurs fois. Enfin, et donc, on est dans des modes de vie multiples, des casquettes professionnelles multiples aussi. Et ça, je trouve que c'est aussi représentatif de ce que je vis, c'est que chaque phase éclaire la suivante. Donc, je vais commencer par la première phase, si ça te va. Vas-y, avec plaisir. Et du coup, on peut peut-être commencer par qu'est-ce qui... Et après, tu reviendras en arrière si tu veux donner du sens, hein. Qu'est-ce qui t'a
Qu'est-ce que tu faisais avant d'être entrepreneur? On va commencer par ça. Qu'est-ce que tu faisais Ouais. avant d'être entrepreneur, avant que tu aies vraiment ce déclic de te lancer sur cette voie? Ben, en fait, moi, je suis à mon compte depuis ma dernière année d'études. Ouais. Et du coup, j'avais fait auparavant toutes mes études quasiment en alternance. Donc, quand j'ai terminé mon Master 2 à Paris-Dauphine en marketing, j'avais déjà dans les pattes presque 4 ans de boîte euh, en cabinet de conseil et en agence marketing, stratégie de marque, design. Euh, et une année à mon compte en Master 2 parce que je m'étais lancé à côté de mes études pour tester. Du coup, ma vie, entre guillemets, professionnelle post-études, j'ai toujours été entrepreneur. Mais j'ai l'impression d'avoir goûté quand même à la vie de salarié parce que quand tu es en alternance, ben voilà, tu travailles 3 voire 4 jours par semaine en boîte. Donc pour moi, j'avais déjà validé que c'était pas le, le mode opératoire qui m'allait pour offrir mes compétences au monde. Et j'avais envie de me créer ou co-créer mon propre cadre. C'est là que je me suis lancé en freelance, sachant que le déclencheur de ça, euh, il est un peu plus profond que juste je vois que le salariat ça me parle pas, j'ai envie d'être à mon compte. Il est corrélé à encore une fois les événements de vie que j'ai vécu, que j'ai un peu composté, disons. Et là, en l'occurrence, c'était la mort de mon père qui arrivait quand je venais d'arriver à Paris, donc début de ma licence. Et j'ai mis, je pense, 2 ans à faire sens de cet événement, 2, 3 ans à faire sens de cet événement, Ah, bah, parce tu que m'étonnes. voilà, la courbe du deuil, etc. Mais c'est ça qui m'a poussé à me dire, OK, je vais entreprendre et ça, c'est ma voie. Parce que dans mon processus de deuil, un des questionnements qui a apparu, c'est que c'était quelque part une opportunité pour me re-rapprocher du chemin de vie de mon père. Puisque j'avais une des questions que j'avais en tête, c'est OK, s'il est parti à ce moment-là précis, pourquoi il part? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux apprendre de ça? Et en gros, avant cette phase de bascule de quand mon père meurt, j'avais mené à peu près toute ma vie auparavant avec cette espèce de quête de devenir quelqu'un d'important, avoir de l'argent que j'avais pas eu quand je grandissais avec ma famille, parce que mes 2 parents ont été plus ou moins toute leur vie jusqu'à ce moment-là des hippies, des brouillards qui faisaient des trucs à droite à gauche pour s'en sortir. Il y a des vidéos de moi quand je suis gosse, quand on est arrivé en France où mon père est en train de retaper une vieille ferme et moi je dors et on vit dans une petite tente à côté le temps qu'ils finissent la maison. Et du coup, quand on est arrivé, c'était, enfin, ça c'est folklorique quoi, de se voir ces images. On se dit, waouh, c'était un mode de vie complètement différent que ce que la société nous vend comme la réussite. Et je pense que j'ai grandi du coup avec cette espèce d'opposition de euh, je suis frustré d'avoir entre guillemets rien, même si en Ferré c'était pas rien, c'était incroyable et je suis tellement heureux d'avoir grandi dans ces circonstances-là. Mais du coup, j'ai grandi avec la frustration et le manque qui m'a donné une espèce de pulsion, énergie et une énergie très forte pour aller devenir quelqu'un, ce qui me mène à ma première alternance en cabinet de conseil à la Défense, où du coup j'étais, ça y est, costard à cravate, mallette en cuir. Je bosse au 9e étage d'un immeuble. J'ai l'impression d'avoir gagné la vie, tu vois. Ouf, Thomas, on a le même chemin. C'est incroyable. Parents anglais, mort de notre père qui nous pousse, et j'ai bossé dans une tour à la Défense. Ouais, bah tu vois, mon père, du coup, il meurt à la fin de ma première semaine en cabinet de conseil. Et je venais d'emménager à Paris, c'était un gros truc. Il venait la semaine d'avant, il venait de venir m'aider à emménager dans une coloc dans laquelle j'emménageais. Et du coup, moi, j'étais un peu en mode, ça y est, j'ai gagné le jeu de la vie. Et à la fin de ma première semaine, je rentre à ma coloc et j'étais en mode trop bien, je vais appeler mes parents, je vais leur raconter, c'était incroyable, trop fier de ce que je fais, nanana, nanana. Et sur le chemin entre le, le travail et chez moi, il y a un moment que j'explique toujours pas trop et j'arrive plus à sentir à quel point c'est véridique ou pas parce que ben voilà, on post-rationalise aussi. Mais j'ai en tête un souvenir de moi dans la rue qui vit une sorte de ébranlement émotionnel où j'ai l'impression que y a un gros poids qui me tombe sur les épaules. Je commence à avoir genre les larmes aux yeux, à sangloter. Je fais tomber ma mallette par terre. Et genre tout ça, ça s'enchaîne en une fraction de seconde. Et juste après, je reçois un appel que j'avais pas vu du coup parce que j'étais en train de ramasser des trucs
un appel en absence de l'hôpital de la ville à côté de chez moi, à Périgueux, donc en Dordogne où mes parents étaient. Et à ce moment-là, ma mère commençait à avoir des problèmes aux yeux. Elle venait d'être diagnostiquée avec un souci aux yeux. Et du coup, moi, dans ma tête, ça part en mode, putain, merde, elle a eu un accident de bagnole, elle est à l'hôpital, ils ont essayé de m'appeler. Enfin, je commence à péter un câble. Et du coup, je rappelle l'hôpital, je leur demande s'ils ont le nom de ma mère sur leur liste et tout. Ils disent non, mais vous inquiétez pas, il y a souvent des erreurs d'appel comme ça qui partent de l'hôpital, de patients et tout. Donc, tranquille, votre mère n'est pas là, tout va bien. Mais Donc, t'avais je pas pensé à ton... m'apaise. De quoi? t'avais pas pensé à ton père du tout, toi. J'avais pas du tout pensé à mon père à ce moment-là. Enfin, ça me paraissait inenvisageable, tu vois. Du coup, je rappelle la maison. Il y a personne qui décroche à la maison. Je me dis, bon, ils sont en train de bosser dehors parce que ils bossaient beaucoup. On avait, comme beaucoup d'Anglais en Dordogne, une grande maison qu'ils avaient achetée, retapée, qu'ils louaient pour des touristes. Donc, c'était le moment où ils préparaient, enfin, ils bossaient à fond, quoi. Et plus tard, genre, je pense à 11h30, je reçois cette fois-ci un appel du portable de ma mère qui me dit, je suis à l'hôpital, faut que tu prennes un train demain matin parce que faut qu'on débranche la machine qui tient ton père en vie. Et ça, c'est l'élément déclencheur qui commence la phase de questionnement de OK, j'ai passé toute mon adolescence à rêver de ce que j'ai maintenant et voilà ce qui se passe. Et du coup, cheminement avec le deuil, c'est ça qui me fait tomber dans le développement personnel, euh, la spiritualité, enfin des questionnements qui dépassent les cadres confins de la vie matérielle. Mm. Et où à un moment donné, je me pose cette question de comment mon père, lui, a vécu sa vie. Parce que ses parents à lui, c'était des consultants, docteurs, hyper reconnus dans leur milieu, et il a choisi de pas suivre cette voie. Et je me demande pourquoi, tu vois. Et je suis arrivé à une sorte de prise de conscience que sa philosophie qui a guidé sa vie à lui, c'était les autres vont projeter sur toi leur vision d'une vie bien vécue et de la réussite et du bonheur. Tu as deux choix. Soit tu te plies à cette projection des autres, soit tu prends l'autre chemin qui est de te demander la mienne, c'est quoi? Et allons la découvrir parce que peut-être que tu la connais pas pour l'instant. Et lui avait découvert la sienne, que c'était vivre simplement, travailler de ses mains et retaper cette ferme et créer un lieu de vie trop bien pour sa famille. On est un peu en dehors de ces quêtes de l'épuisement par le travail pour courir après l'argent comme finalité. Il était en avance sur son temps, en fait. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu une partie de la population qui a eu ces préoccupations là, tu vois, mais juste qu'elles sont moins médiatisées, moins mises en avant, moins valorisées. Et du coup, en comprenant ça, du coup, tu vois, je suis encore jeune, hein, je suis en master, c'est à ce moment-là que je me lance et je me dis, ok, je sais pas exactement à quoi ça ressemble pour moi, parce que je pense pas que c'est exactement pareil que lui. En revanche, je sais que j'ai besoin d'avoir un peu du pouvoir sur ma vie pour le dessiner quand je l'aurai compris. Et c'est là où je me dis, c'est quoi le truc qui occupe la majorité de nos vies, c'est le travail. Ok, il faut que j'ai du pouvoir sur mon travail. Donc, pour avoir du pouvoir sur ma vie, comment je fais pour avoir du pouvoir sur mon travail? Ah, bah, il faut pas que je sois salarié en agence parce qu'à l'époque, j'étais en agence en alternance et on avait les fameuses charrettes en agence où on bosse jusqu'à 2 heures du mat. Quand t'es junior, t'as un salaire indécent parce qu'il y a une compétition de fou pour ces postes-là. Donc, je me dis, ok, c'est pas la voie que Dauphine me prépare à suivre. Il faut que je crée la mienne. Donc, je prends mon statut en tant que freelance. Je suis un bête tutoriel en ligne et c'est parti. Et je commence mes premières missions pour tenter et voir ce qui se passe. Et du coup, tu as fait quoi au départ comme premières activités dans l'entrepreneuriat? Au tout début, j'ai fait ce pourquoi j'ai été formé et les compétences que j'avais, c'était marketing, communication. Et comme la grande majorité des gens qui se lancent, j'ai juste pris ce qu'il y avait, j'ai dit oui à tout. Dès qu'il y avait une opportunité, je la saisissais. Parfois même des choses que je ne savais pas faire. Mais j'étais dans cette dynamique, encore une fois, nouvelle. En fait, j'ai toujours cette espèce de énergie d'investissement que je peux mettre dans mon ouvrage et mon travail. Et là, elle s'était redirigée. Là où avant, elle était dirigée vers faut que je devienne quelqu'un d'important, Ouais. qui a un super beau poste et beaucoup d'argent. Là, elle s'est redirigée vers faut que je construise les fondations de ma liberté. Et donc, je faisais n'importe quoi. En vrai, il y a quelqu'un qui voulait que je leur fasse un site web. Je dis ouais. J'apprends le week-end en bossant toute la nuit sur des tutos pour le lundi commencer la mission. Alors que j'en avais jamais fait de ma vie. Enfin, tu vois, j'ai enchaîné des choses comme ça au début, jusqu'à un moment où
Donc, j'ai commencé large, puis j'ai écrémé pour me spécialiser sur ce que je voulais vraiment faire et ce qui me parlait, avec, encore une fois, ces questionnements de développement personnel intégrés à l'entrepreneuriat qui est qu'est-ce qui me fait du plaisir, où est-ce que je suis meilleur que les autres sans effort, enfin voilà, tous ces questionnements-là. Et je suis arrivé ensuite à me spécialiser pour faire de l'accompagnement en stratégie de marque, donc du branding, pour des startups en repositionnement suite à un pivot, souvent corrélé avec une levée de fonds, et spécifiquement pour des cofondateurs et des cofondatrices qui étaient devenus entrepreneurs pour des raisons viscérales. Donc pas le monde des startups que j'ai beaucoup connu aussi il y a une opportunité stratégique sur un marché, on prend du capital, on l'investit, dans 3 ans on revend. Pas ce monde-là, mais les gens qui créent une entreprise sous format startup parce que il y avait un sujet brûlant, souvent de leur vie à elles aussi avant, qui était indispensable à traiter pour elles sous la forme entrepreneuriale. Et là, du coup, on racontait des super belles histoires de pourquoi la marque en arrive là. Enfin, c'était fascinant comme sujet. Donc, j'ai fait ça entre 2016 quand je me suis lancé et j'ai arrêté ces activités-là en 2020-2021. Ok. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté du coup? C'est cool parce que du coup, on voit bien ton parcours de... Je commence dans les grosses boîtes à la défense, je continue de bosser quand même un peu dans ce milieu-là, et puis après, je regarde ce qui me plaît et j'affine. Et à un moment donné, il y a eu encore un switch pour en arriver à ce que tu fais aujourd'hui. Bah, ouais. Sachant que à chaque fois, il y a des événements déclencheurs, mais qui mettent longtemps à s'incarner. Moi, j'aime bien toutes les métaphores autour de la permaculture. Tu verras qu'on en parlera peut-être à un moment des perma-entreprises, ce qui est un sujet pour moi en ce moment, mais il y a des événements déclencheurs. La mort de mon père, la prochaine dont je vais te parler, c'est une rencontre qui plante des graines. Et ensuite, ces graines, elles sont arrosées, elles prennent du temps à pousser. Et il y a un moment plus tard où elles ont atteint maturité et il y a un switch qui arrive. Donc là, la mort de mon père, 2-3 ans de graines plantées, de réflexion, d'arrosage, de ces questionnements. Switch, je me lance à mon compte. Et ensuite, la prochaine, donc je commence en 2016 à faire des missions. Et en 2017-2018, je rencontre la personne qui est aujourd'hui mon associé. Ah, Marie, c'est ça. Marie, tout à fait. C'était une rencontre assez intéressante. Elle était coach accompagnatrice pour une association qui avait emmené un groupe de jeunes dans une sorte de voyage en quête de soi au Maroc. Et donc, c'était un voyage en rencontre des entrepreneurs sociaux et solidaires du Maroc avec une traversée du Sahara en mode je suis face à moi-même. Et pendant ce voyage, ma coloc de l'époque, et qui est aussi notre 3e coloc aujourd'hui, on vit à 3, était partie et participait à ce voyage. Et donc, par son biais, j'ai rencontré Marie, qui était la coach accompagnante de ce voyage-là. Et elle s'est mise ensuite, à la fin du voyage, à animer ses ateliers de coaching dans notre salon à Paris. Et j'ai découvert, du coup, par ce biais, le milieu du coaching, de l'accompagnement. Enfin, voilà, j'avais jamais vraiment mis les pieds là-dedans, même si un de mes clients, c'était l'école de coaching de Paris, mais je faisais la partie réseaux sociaux, communication, marketing. Je m'étais pas intéressé à quoi l'école formait pour de vrai. T'as des petits indices de l'univers comme ça. Tu Exactement. dis, coucou Des toutes Thomas, petites c'est par choses. ici. Et du coup, cette découverte et le fait d'ensuite me faire accompagner par Marie, qui a été ma première coach, ça m'a fait tomber amoureux de ce milieu-là. Enfin bref, j'ai trouvé ça fascinant. Et un beau matin en 2018 ou 2018, il me semble, Marie m'appelle et me dit Thomas, je pense qu'on a un truc trop cool à faire entre moi, mes compétences d'accompagnement, développement humain et ainsi de suite, et toi, la dimension marketing com. Je pense qu'on pourrait faire un truc, une sorte de formation ou accompagnement pour les indépendants, les freelances, en rencontrant nos deux mondes. Et à l'époque, ça corrélait avec le fait que j'animais un collectif de freelance à Paris, de jeunes freelances qui sortaient d'études, et j'étais un peu la personne qui les aidait à trouver leur première mission. Enfin voilà, on était un groupe et on bossait ensemble sur des missions. Et j'étais un peu le grand frère qui aidait les gens Je regardais leur devis, je regardais leurs présentations, je disais, OK, tu peux bouger ça, etc. Et du coup, ça faisait sens. Moi, j'étais en mode, bah, trop bien, c'est la continuité de ce truc-là que je découvre de aider les gens individuellement à nourrir leur projet. Et du coup, on s'est lancé dans la construction de cette formation qui est devenue le programme SURF, qui a évolué d'année en année. Aujourd'hui, c'est notre plus gros programme d'accompagnement.
Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a commencé petit à petit à construire, mais à côté de mes missions, qui étaient mon revenu principal. Et après, ça a mené à une prochaine marche où j'ai lancé une newsletter et j'ai commencé à écrire sur LinkedIn. Puis j'ai lancé mon podcast. On est en 2019, qui est le truc pour lequel la plupart des gens me connaissent, le podcast Young World and Freelance. Puis j'ai fait des conférences dans des coworking à Paris, qui sont devenues avec le Covid une formation en ligne parce que je pouvais plus faire mes conférences et mes ateliers. Donc j'ai fait une formation en ligne. Et enfin bref, petit pas par petit pas jusqu'à 2021, où en gros, mon temps est divisé globalement en deux, l'émission freelance et la production de contenu et de pédagogie pour les freelances. Et ce qui me fait switcher à 100%, c'est qu'à chaque fois que je me mets devant mon ordi, j'ai une sorte de curiosité pour ce que fait mon énergie. Est-ce qu'elle monte et il y a de l'enthousiasme? Est-ce qu'elle descend? Et je voyais que systématiquement, devant l'ordi pour mes missions clients, j'étais en mode putain, fais chier, j'ai la flemme, j'ai pas envie. Je me forçais à m'y mettre parce que la rémunération et les trucs pédagogie, création de contenu, je me mettais à l'ordi et j'étais genre, j'étais on fire, quoi. J'avais trop envie de m'y mettre. Et je me suis dit, OK, il y a un truc qu'il faut faire. Et donc, la mission que j'avais en cours, je me suis dit, ce sera ma dernière, je vais pas en retrouver après. Et je l'ai terminé et j'ai tout balancé ensuite pour mettre tout mon temps sur les expériences pédagogiques et le contenu pour les freelances. Ah, excellent. Toi, tu adorerais travailler avec les chevaux, hein, parce qu'ils nous ramènent toujours dans le corps quand je t'entends parler. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui m'en enlève, tout ça. C'est Bah vraiment ouais. fondamental qu'on fait avec les chevaux, c'est revenir à écouter son corps, parce que toutes les réponses sont là. Bah ouais, c'est un gros travail qu'on fait aussi avec nos clientes par d'autres biais du coup, mais je te rejoins à fond. Quand tu dis on parle des mêmes choses par d'autres portes d'entrée, c'est un autre endroit, je pense. Ah ouais, c'est On clair. nous a entraînés à beaucoup être dans le mental. Et il y a d'ailleurs ce message qui est grandement amplifié, j'ai l'impression, dans nos écosystèmes, sur les réseaux, sur LinkedIn, etc., de ce côté très rationnel, presque mathématique, stratégique, pour trouver des solutions, alors qu'en vrai, c'est hyper limité, quoi. Ouais. Notre corps, il sait plein de choses, il stocke plein d'informations dont on se souvient pas, il nous empêche à plein d'endroits pour nous protéger aussi. Il y a une richesse de fou à réécouter son corps, clairement. Ah, c'est clair. Bah, il y a tellement plus de messages qui vont du corps vers le cerveau que du cerveau vers le corps. Rien que biologiquement, quoi. Ouais. On capte, notre corps capte tellement de choses à l'extérieur et à l'intérieur. Grave. Mais bon, ce sera un autre sujet pour une autre conversation. Et donc là, dans mon parcours de vie, on en est à la phase, OK, j'arrête d'être un freelance qui fait de la stratégie de marque et je deviens coach, infopreneur, consultant. Enfin voilà, il y a plein d'étiquettes qu'on pourrait coller à ça, mais je dédie 100% de mon temps à créer du contenu pédagogique et donc ça, c'est la partie gratuite de ce qu'on fait et des expériences pédagogiques qui est la partie payante pour accompagner les freelances et les entrepreneurs indépendants, parce qu'on parle au féminin neutre, à avancer dans leurs projets et développer leur boîte. Il y a deux trucs qui m'intéressent dans ce que tu as dit. Le premier, c'est tu parles d'expérience pédagogique et je pense que de tous les, on va dire, en faisant un gros paquet de toutes les personnes qui travaillent dans le coaching orienté pour les entrepreneurs ou dans l'accompagnement des entrepreneurs, je pense que tu es la seule personne à date que j'entends vraiment porter haut et fort le drapeau de je crée des expériences pédagogiques. Et là encore, je pense qu'on parle de la même chose différemment. Moi, le diplôme que j'ai d'Equicoach, c'est pas un diplôme d'Equicoach. La nana qui nous a formés, elle nous appelle instructeur. Et Ponacos, c'est l'approche. Parce que c'est une approche qui est pédagogique par l'expérience. Donc toi, pour toi, c'est quoi une expérience pédagogique et pourquoi c'est si important pour toi de parler et de faire vivre des expériences pédagogiques et pas autre chose, quoi. Ben, ça revient un peu sur ce qu'on disait sur le corps avant. C'est que c'est une réflexion autour de qu'est-ce qui nous permet d'intégrer du nouveau savoir et de le réutiliser dans les contextes appropriés. Parce que intégrer du savoir, on se raconte que la meilleure manière de faire, c'est ce que fait l'éducation nationale, c'est-à-dire tu te plantes, tu as un truc à lire, à apprendre par cœur et à recracher. Sauf que ça peut être du tout le cas dès qu'on commence à s'intéresser un peu plus profondément à toute la science derrière l'apprentissage et la pédagogie. Il y a tellement plus de dimensions qui sont hyper importantes là-dedans. La grande majorité d'entre elles étant basée sur le fait de faire l'expérience du savoir qu'on est en train d'acquérir. C'est ça qui favorise à la fois la rétention
mais aussi la réutilisation. Parce que je pense que tu le vois, je l'ai dans mes propres expériences et les gens qui nous écoutent aussi. Il y a des fois où on a beau savoir de A à Z tout ce qu'il faudrait faire idéalement, c'est pas pour autant qu'on va l'appliquer et qu'on va l'incarner. C'est clair. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'adore ce terme et on essaye de vraiment toujours travailler la profondeur avec laquelle on l'incarne d'expérience pédagogique. C'est que on veut aider nos clientes à faire l'expérience du savoir qu'on essaye de transmettre pour ensuite avoir, par exemple, des antécédents auxquels faire appel de je l'ai déjà fait dans ce contexte, je peux le refaire dans celui-là, ce qui favorise le fait de faire appel au savoir. Un exemple, sur la prospection, parce que c'est un sujet que tu voulais qu'on traite. Il y a beaucoup de gens qui se racontent une énorme montagne de ce que c'est la prospection. Ils se disent, il me faut un script, il faut que je puisse avoir plein de messages tous pré-rédigés à envoyer aux bonnes personnes, blablabli, blablablou. Une des choses qu'on fait souvent avec nos clientes, notamment quand j'ai fait la version bêta de notre formation prospection consentie, c'est les foutre dans un Zoom et dire, OK, on va contacter des nouvelles personnes, mais on va lâcher prise sur le résultat qu'on cible. On va juste se donner pour mission pour les 15 prochaines minutes de répandre de l'amour, de la bienveillance et de la célébration auprès de 5 personnes qu'on ne connaît pas. Donc votre seule mission, c'est écrire à des gens avec qui vous n'avez jamais discuté et les remercier pour tout le super taf qu'elles font. Et vous mettez le niveau d'intensité, de amour, bienveillance que vous voulez là-dedans, et on veut juste péter cette barrière-là. Et ça, on répète ce truc-là, et les gens, ils deviennent accros presque après certaines fois à se dire, mais en fait, ok, c'est trop simple. Je m'en suffis une montagne, mais envoyer des messages à des gens juste pour leur dire merci pour ton travail, j'admire ce que tu fais, je trouve ça hyper précieux que tu existes dans cet environnement. Donc, je voulais juste prendre 5 minutes de ma journée pour t'écrire ce mot et te dire continue, je te soutiens, quoi. Mm. Et ça ouvre. Pourquoi c'est pertinent aussi pour la prospection, pour les gens qui sont là, c'est pas de la prospection, ça. Pourquoi c'est pertinent pour la prospection? Parce que la base de la prospection, c'est créer des nouvelles relations humaines et créer la confiance dans ces relations. Et une des meilleures manières de faire, à la fois pour faciliter la prise de contact, mais aussi pour créer du lien avec l'autre, c'est de partir des choses qu'on a envie de célébrer et de toutes les choses qui sont belles. Et ça crée du lien. Et c'est le genre de choses pour n'importe quel être humain, recevoir ce genre de petits messages, sachant qu'on prend rarement le temps de le faire, ça peut vraiment changer la journée. Et ça, c'est un autre truc qu'on essaye d'entraîner les gens à faire pour déclencher cette habitude et ce muscle de juste contacter des gens. Moi, une autre manière de le faire que je leur dis, c'est vous posez, vous dites comment je fais pour que mon mail ou mon message, ce soit la meilleure nouvelle de sa journée ou de sa semaine. C'est mon seul objectif. Et ça aide aussi de se dire comment je suis un cadeau pour l'autre. Ben, ça facilite la prise de contact, qui est souvent le muscle le plus dur à développer pour prospecter. Ouais. Tu fais quel lien avec l'intention? J'adore cette question. Bah, c'est tout l'intention en fait. J'ai fait un post récemment sur Instagram qui dit le marketing sans l'intention, c'est de la manipulation, dans le sens où, comme un couteau, toutes les stratégies marketing sont des outils, et on peut soit, en anglais, il y a le terme weaponize. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais ce que ce terme veut dire, c'est transformer quelque chose en une arme. Ouais. Donc, on peut weaponize le marketing pour des enjeux très individualistes, ou on peut utiliser ces mêmes stratégies et ces mêmes outils pour, entre guillemets, des intentions plus nobles. Ouais. Et donc, je fais la différence dans ce post en question de dire le marketing peut être incroyablement puissant pour un enrichissement personnel. Et je viendrai, si tu veux, après sur les termes de business extractiviste. Okay. Ou on peut l'utiliser dans une intention de, oui, bien sûr, prendre soin de mes besoins premiers parce que je suis un être humain et j'ai besoin de nourrir mes besoins, mais avec l'intention... De quoi, pardon? Et j'ai besoin de nourrir mes besoins. Elle est bonne. Ouais, grave. Bah, sinon, on ne survit pas. Et quand même avec l'intention de me fixer des limites et de redistribuer le surplus de richesse. Et ça, c'est une intention que je peux instruire dans mon marketing, instruire dans ma prospection. Donc, tout part de l'intention, en fait. Et ce qu'on essaye de faire justement avec ce sujet de la prospection consentie, c'est de recalibrer. Alors oui, voilà comment on vous a appris à prospecter. Changeons l'intention
pour introduire la notion de consentement, de soin dans les relations humaines à ces outils de prospection. Et souvent, les gens qui ont du mal à prospecter, c'est parce qu'il y a une espèce d'affrontement et de dissonance cognitive éthique qui se joue à cet endroit-là. Et quand on résout cette dissonance cognitive éthique, tout d'un coup, elles se rendent compte, ah mais en fait, je sais faire. Ouais. C'est juste que j'arrivais avec la mauvaise intention qu'on m'avait transmise, qui était une intention simplement d'enrichissement et d'extraction des richesses d'un autre être humain vers moi. Ouais. Ouais. Ce que moi j'appelle du coup l'intention prédatrice. Exactement. Là, on revient sur nos sujets communs, et c'est pour ça que j'aime tant parler entre autres, de marketing non prédateur, de vente, de façon de vendre avec une énergie et une intention non prédatrice qui change complètement le focus qu'on met, l'énergie qu'on met, les mouvements qu'on va avoir, les mouvements qu'on ne va pas avoir. Ouais. Aussi. Et le deuxième truc, moi j'arrive d'un milieu où la vente me donnait des boutons, le marketing me donnait vraiment des boutons. Et petit à petit, je me rends compte à quel point revenir dans ce que Joe Dispenza appelle le généreux moment présent m'aide tellement. Il y a l'intention, on va dire, avec laquelle je vais le faire, mais il y a aussi le fait de revenir dans le moment présent et me poser la question de revenir dans mon corps en me disant mais qu'est-ce qui va mettre de la joie, qu'est-ce qui va mettre de l'enthousiasme, qu'est-ce qui va me permettre de ressentir de la gratitude dans ce que je suis en train de faire là, maintenant, tout de suite, sans même être attaché aux résultats futurs que j'ai envie de créer. Et l'association pour moi des deux, de l'intention et de revenir dans vraiment juste l'instant présent, la relation qu'on est en train de créer avec les gens, moi, me lève toutes mes barrières dans la prospection. Bah, tu vois, ce qui est intéressant là-dessus, et je peux faire le lien avec le premier sujet quand tu m'as posé la question des expériences pédagogiques. Ouais. En fait, je suis rentré dans l'intention que je mettais dans les accompagnements qu'on voulait créer par cette porte de me dire, je vois que la majorité de cet écosystème, en tout cas dans les pratiques de l'époque, qui n'ont pas tant changé que ça dans la majorité de l'écosystème, même si on commence à bouger un peu, c'était j'ai du savoir que je vais mettre dans un certain ordre avec des vidéos qui s'enchaînent, et ce sera ça, j'appellerai ça une formation. Et je voyais les limites de ça auprès de mes clients et mes clientes, mais aussi dans tout le reste de l'écosystème, en fait, c'est pas ça, transmettre et intégrer du savoir. Ça, c'est l'héritage qu'on a eu de l'école de, voilà, je te donne un polycopier, tu as toutes les informations, maintenant, démerde-toi, tu es censé y arriver, avec en plus le poids absolument atroce des milieux du développement personnel et du coaching entrepreneurial, de dire si tu n'y arrives pas, c'est de ta faute. Et de renverser la responsabilité individuelle, alors que malheureusement, c'est bien plus complexe que ça. Donc, je suis rentré déjà là-dedans avec l'intention de me dire, OK, on va aller plus loin et on va concevoir des expériences pédagogiques qui permettent d'aller beaucoup plus loin que ça, même sur des formats en ligne, pour favoriser le fait que ce soit ancré dans des actes concrets. Donc, une vidéo n'est jamais dissociée d'un acte concret à faire pour muscler le muscle, entre guillemets. Et petit à petit, en fait, dans cette exploration, ça mène, quand tu te focalises, tu vois, sur comment on fait pour aider les êtres humains à intégrer le savoir et l'appliquer, ça te mène de plus en plus dans les nuances de qu'est-ce qui fait que tel être humain a plus de capacité d'application de telle chose que tel autre être humain. Où est-ce que se jouent les différences? Et donc, ça t'apporte dans les nuances de l'expérience de chaque être humain, d'un regard plus global, qui n'est pas individualiste, mais qui est, OK, qu'est-ce qui conditionne nos états, nos freins, nos limites. Et du coup, c'est ça qui m'a mené petit à petit à dépasser le spectre de l'accompagnement d'un individu, mais avoir une pensée systémique sur ce qui touche les individus. Et un exemple de ça, qui vient beaucoup, encore une fois, de ma coloc et de mon associé Marie, c'est le féminisme et le consentement, qui mène à ce sujet de la prospection consentie. Pourquoi? Parce qu'en gros, qu'est-ce que nous dit la recherche féministe et tout le travail sur le féminisme? Ça nous dit, il y a une échelle de domination dans nos sociétés. Nous ne sommes pas toutes et tous au même endroit de cette échelle de domination. Et ça, c'est structurel à la société. Exemple, les femmes vont, par réflexe, parce que c'est une éducation qu'on a reçue, donner plus le pouvoir de la vérité aux hommes et dire, en fait, d'accord, si c'est un homme qui le dit, ça a plus de poids que si c'est une femme qui le dit, et tout le monde a cette espèce de
cadre de pensée mécanique en tête. Et donc ça, c'en est un. Il y en a plein qui déroulent de ça. Et du coup, ça revient sur quand on accompagne quelqu'un, on ne peut pas accompagner quelqu'un qui a été assigné femme à la naissance que quelqu'un qui a été assigné homme à la naissance sur un sujet de, par exemple, prendre la parole sur les réseaux sociaux. C'est pas du tout le même enjeu par rapport à notre place dans le système patriarcal de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Et ça parle à la fois de notre passif personnel. Il y a des personnes qui ont été récompensées dans leur enfance à parler de ce qu'elles font, à briller, à prendre la parole. Et il y a des personnes qui ont été punies pour ça, notamment en étant moquées par les autres et en étant évincées du cercle social au collège. Mais si tu as été puni pendant toute ton éducation au collège et au lycée, à chaque fois que tu prenais la parole parce qu'on disait que tu étais l'intello et tu n'avais plus de potes et tu te faisais virer de ton groupe de potes, évidemment que ça laisse une trace. Et le jour où il faut parler de toi sur LinkedIn, c'est dur à faire. C'est clair. Et ça, on peut le regarder avec un spectre individuel, mais aussi avec un spectre plus global sur le féminisme. Ouais. Et du coup, c'est toutes ces recherches de qu'est-ce qui fait que tel être humain applique plus ou moins le savoir, qui mène à une pensée plus globale, qui m'emmène à l'étiquette militante de me dire, en fait, pour aider les gens à prendre la parole sur LinkedIn, par exemple, ou à dire non à des conditions de contrat avec un client qui ne leur vont pas, consentement, pour faire toutes ces choses qui sont si importantes quand on entreprend, en fait, si on n'éduque pas sur la dimension systémique, on n'aide pas vraiment à changer les choses. Et on est simplement en train de dépendre de la volonté qui a ses limites de chaque être humain qu'on va accompagner. Et certaines personnes ne vont pas atteindre leurs objectifs, pas par leur faute, mais par le système et la structure globale de notre société dans lesquelles on a grandi et dans lesquelles on opère encore. Et quand on parle de militantisme, du coup, comment est-ce que toi, tu vois que tu peux vraiment œuvrer à faire bouger les lignes sociétales? Ça commence déjà par la pédagogie pour nous, du coup, parce que c'est notre mission première, c'est d'enseigner. Donc ça passe par le fait que, par exemple, dans un parcours de formation prospection consentie, oui, on va parler de prospection, mais il y a tout un module sur c'est quoi le consentement, comment ça s'applique dans nos vies, comment ça s'applique dans nos entreprises, c'est quoi toute la théorie derrière. Il y a un atelier que mon associé a refait d'ailleurs tout juste ce matin pour t'entraîner à sentir les signaux de ton corps en fonction de si c'est un « fuck yes, j'ai trop envie d'y aller, c'est la meilleure nouvelle de ma journée » ou si c'est un « non, jamais de la vie ». Il y a des signaux dans le corps qu'on n'a jamais appris à écouter. Et donc, elle entraîne à faire ça. Donc déjà, c'est marier les nuances. Un autre exemple, c'est dans nos parcours d'accompagnement longs, comme le programme SURF qui dure 2 ans, il y a toute une dimension sur l'écologie, comment on fait pour orienter nos entreprises dans cette direction-là. Par exemple, quels sont les indicateurs de performance qu'on peut suivre, là où normalement les indicateurs de performance qu'on suit, c'est que des indicateurs financiers. En tout cas, genre chiffre d'affaires, marge, bénéfice. Donc, ajouter des nouveaux indicateurs pour mesurer autre chose. Donc, c'est premièrement pédagogique, mais aussi incarné dans comment on se comporte pour montrer ça aux autres. Et donc là, en ce moment, il y a 2 sujets qui me fascinent. Ils sont la transition d'une entreprise extractiviste, qui est la norme de nos entreprises, à des entreprises régénératrices. L'image qui vient avec ça, c'est en gros, aujourd'hui, qu'est-ce que font les entreprises? Elles trouvent des puits de ressources, que ce soit des ressources naturelles ou des ressources humaines. Elles les exploitent. Et quand les ressources sont exploitées, on passe au prochain puits de ressources. Okay. C'est les burn-out, c'est les salariés qui, au bout d'un moment, sont plus utiles et du coup, qui doivent passer leur chemin et aller autre part et on reprend un autre salarié. Donc, bref, tu vois, c'est plein de pratiques qui sont en fait, j'extrais des ressources, tu vois. J'extrais des ressources et je les jette. Enfin, je les jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus et ensuite je passe au prochain puits. VS, entreprise régénératrice, dont le but est utiliser des ressources. Évidemment, on va en utiliser du temps, de l'argent, des ressources naturelles, mais que ces puits de ressources où on puise les ressources, il y en ait plus après notre passage qu'avant. Et ça, il y a plein d'indicateurs très concrets qu'on peut mettre en place ensuite dans une entreprise pour mesurer ça. Et il y a un modèle que j'aime beaucoup qui va dans cette direction, qui s'appelle le modèle de la perma-entreprise, qui a été pensé par un monsieur qui s'appelle Sylvain Brezard, qui a un cabinet de conseil. Et en gros, ça te montre tous les indicateurs à suivre. Et la perma-entreprise, c'est la permaculture associée à l'entreprise, quoi.
Excellent. Ce qui parle de, comme tu dis, prédation vs non-prédation. Même si j'ai l'impression qu'il y a une petite nuance qui est, je peux être non-prédateur, mais c'est pas pour autant que j'améliore les écosystèmes autour de moi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que ça, c'est une petite nuance. Après, peut-être que tu vas me corriger là-dessus, Ouais, mais... faudrait qu'on aille regarder, on prendra un autre moment que dans le podcast, mais ça serait intéressant qu'on aille regarder plus en détail qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir prédateur et le pouvoir non prédateur. Ouais. Et je soupçonne qu'en fait, il n'y ait pas cette nuance-là. Ouais. Puisqu'on parle aussi beaucoup, avec les chevaux, on va aussi beaucoup parler de pouvoir prédateur et non prédateur, dans ces modèles en tout cas de leadership humain, et de maturité et d'immaturité dans la façon dont on incarne notre pouvoir. Et notamment, il y a différents styles de pouvoir. On peut être très leader et inspirationnel, on peut, tu vois, apprendre à dire non, à faire repousser les limites, ça va être une énergie beaucoup plus dominante. Il y a créer du lien, il y a porter une attention particulière, être un peu plus sentinelle. Tout ça, c'est des rôles que les chevaux utilisent hein, dans leur troupeau entre eux et qu'on peut aller explorer pour savoir, bah, et moi, comment est-ce que j'incarne ces différentes facettes de ma puissance non prédatrice? Est-ce que je le fais avec maturité? Et auquel cas, on va vraiment être en lien avec ce côté plus permaculture, de régénérer, ou est-ce que, même si j'ai pas une intention prédatrice, en fait, je le fais de manière totalement immature, et auquel cas, je vais quand même aller drainer l'énergie chez les autres. Tu vois, donc c'est un peu plus complexe que ça, le pouvoir prédateur et non prédateur. Ouais, mais il y a un truc sur lequel tu viens de parler et que tu m'avais dit avant qu'on enregistre aussi, qui me fait voir aussi les liens. C'est, tu parles de troupeau et tu parlais du soin qu'il y a entre les membres du troupeau et où s'il y a un cheval blessé, bah, tout le monde s'entoure pour prendre soin. Et ça, c'est un autre sujet qui, en ce moment, me fascine et qui a un lien très clair avec cette idée de extraire vs régénérer, qui est l'individualisme. Ah, j'ai perdu ma caméra, mais elle va revenir. L'individualisme dans laquelle on a été éduqué, dans laquelle on a grandi, en fait, le but, c'est s'améliorer soi et devenir une sorte de super-humain qui peut dépasser toutes les problématiques, etc., etc. VS certains modèles qui sont encore vrais dans des tribus ou qui étaient peut-être vrais dans notre passé dans les villages, mais ça, je ne sais pas, où l'écosystème communautaire et collectif est la base de la résilience de l'individu. C'est-à-dire que quand tu as un problème, tu sais que le village entier ou la tribu entière va s'entourer, comme ce que tu as expliqué dans les troupeaux de chevaux. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas ce à quoi on a appris. Aujourd'hui, on nous apprend à créer ta propre sécurité pour jamais dépendre des autres, ni même de l'État, blablabla, blablabla. Et en fait, ça a plein de limites, cette pensée-là. Et je trouve qu'un des autres enjeux de nos entreprises, c'est comment je fais pour recréer de la résilience des écosystèmes humains internes à la boîte, les régénérer, les ressources qu'on utilise, mais aussi externes à la boîte. Exactement. Et je pense que ça, c'est un point de rencontre entre les deux modèles aussi, parce que dès que tu prends soin de l'écosystème humain qui t'entoure, comme les chevaux dans leur troupeau, naturellement, il y a de la régénération qui se passe à d'autres endroits aussi. Exactement. Et exactement. Et ce qui est intéressant aussi quand on compare avec comment les chevaux vivent ou les zèbres vivent, tout ça, ils vivent dans des environnements, les chevaux un peu moins maintenant, hein, parce qu'ils sont plus domestiqués et moins sauvages, mais ils vivent dans des environnements où ils sont entourés de prédateurs. Ça les empêche pas de vivre et de pas survivre, tu vois, de vivre, d'être épanoui, d'avoir une vraie belle qualité de vie, même entouré de prédateurs. Et ça, je trouve que c'est pour moi un des plus sages enseignements des chevaux. On n'est pas obligé d'attendre que notre environnement change complètement et d'attendre qu'à un moment donné, ça devienne le paradis sur Terre et que tout le monde se comporte comme des licornes et des bisounours. On peut être épanoui maintenant en créant nos propres écosystèmes et même en créant nos propres écosystèmes d'entrepreneurs avec qui on partage les mêmes valeurs, avec qui on va créer, co-créer, tout en vivant aussi dans un environnement où il y a des prédateurs. Complètement. Et je pense que ça apporte une autre nuance que j'ai identifiée pour moi et pour notre entreprise dans le terme militant récemment. C'est que
globalement, ce que je pense, c'est que pour faire advenir les changements qu'on veut voir dans un groupe plus large, donc là, on va parler peut-être de la France ou notre civilisation même, la première brique, c'est qu'il faut un nombre critique, un seuil critique de personnes qui incarnent la nouvelle manière de faire. Et il y a plein de livres sur le militantisme qui sont hyper intéressants, qui disent en gros un mouvement a seulement besoin de rassembler genre 3,5 ou 4% de la population pour que ça fasse un effet de bascule, parce que du coup, ça rayonne à plein d'endroits. Il y a une terminologie que je trouve hyper intéressante qui s'appelle notre ombre climatique aussi, qui est que de dire c'est pas parce que mon bilan carbone est tel que c'est ça la limite de mon impact, parce qu'en fait, toutes les personnes qui me voient vivre différemment, et par exemple, dans mon cas, ne plus prendre l'avion, mais je sais qu'à chaque fois que j'en parle, ça crée des réflexions chez les autres qui vont peut-être réduire à eux aussi leur bilan carbone. Donc, Ouais. on a des ombres plus ou moins grandes. Donc ça, c'est pour illustrer le fait que déjà juste incarner les choses, malgré l'entourage qui ne le fait pas, c'est déjà un premier pas. Mais je pense qu'il y a aussi une utilité globalement dans les luttes et mais aussi dans les volontés de changement, d'avoir des mouvements, des personnes qui vont, entre guillemets, s'attaquer aux structures en place qui soit ralentissent, soit ne favorisent pas les évolutions. Ouais. Et ça, c'est quelque chose sur lequel moi, je me sens inspiré de vrai avec ma boîte. Tout le monde n'a pas besoin de faire ça, mais il en faut, à mon sens, pour faire advenir certains changements. Et donc, c'est ça aussi que je mets derrière cette casquette militante, c'est que j'ai presque envie de devenir le lobby d'une autre manière de voir l'entrepreneuriat et de faire bouger l'écosystème de l'accompagnement dans cette direction. Ouais. Donc, cette direction, ça veut dire sortir des modèles extractivistes, aller vers des modèles de régénération, aller vers des modèles de soutien communautaire vs individualisme. Et ça veut dire beaucoup de changements très concrets et terre à terre. Tu vois, récemment, un truc sur lequel j'ai pris la parole, c'est qu'on voit beaucoup dans l'écosystème de l'accompagnement business, des témoignages basés uniquement sur l'argent. Telle personne, après avoir suivi notre accompagnement, elle a fait 10 000 balles, 25 000 balles en 6 mois, 3 semaines, j'en sais rien, tout ça. Mais ça crée un truc de, si les seuls témoignages qu'on montre sont les témoignages de réussite financière, ça veut dire que la seule issue positive qu'on envisage, c'est une amélioration financière. Et du coup, ça crée chez les personnes qui vont s'inscrire, ou même qui ne s'inscrivent pas, mais qui voient ça passer, une sorte de truc passif en eux de mon seul objectif, c'est ça, sinon, j'ai pas droit à être célébré. Et donc, quelque chose que nous, on essaye de changer de plus en plus, c'est donner la voix, même à nos clientes, où j'ai un exemple d'une cliente qui a suivi notre accompagnement en 2 ans, qui s'est rendu compte au bout d'1 an et quelques qu'elle était à son compte pour des raisons du passé qui n'avaient plus de sens dans le présent. Ouais. Et qu'en fait, aujourd'hui, dans le présent, c'était plus ça tant qui l'animait. Et elle avait construit toute son entreprise autour d'accompagner des gens qui sont des artisans, qui œuvrent, qui font des choses de leurs mains. Et elle faisait leur identité visuelle, leur com, tout ça. Et elle s'est rendue compte, mais en fait, la raison pour laquelle je veux bosser pour ces gens-là, c'est que je veux être ces gens-là. Je veux faire des trucs de mes mains. Et du coup, elle a fermé sa boîte et elle a suivi une alternance pour devenir menuisière. Ouais. Et pour moi, ça veut dire notre accompagnement, on a gagné. Ouais. Parce que cette prise de conscience, elle a une putain de valeur pour sa vie. C'est clair. Là où, classiquement, c'est pas le témoignage que tu ferais de dire bon ben voilà, en suivant notre accompagnement, elle a fermé sa boîte. Mais j'ai envie de faire en sorte que notre écosystème célèbre de plus en plus le fait de se sentir à sa juste place, peu importe les résultats financiers, avec évidemment la première base qui est prendre soin de ses besoins primaires, et qu'on célèbre de plus en plus ça, VS des grandes croissances financières qui souvent d'ailleurs ont des inconvénients pires que les autres. Là, par exemple, on a une cliente qui a fait plein d'autres accompagnements avant, qui a eu des super résultats. Elle a fait une année à plus de 100 000 balles, machin truc, mais épuisement professionnel. Et elle s'est rendue compte avec tout ça que en fait, je m'étais lancé pour passer plus de temps avec mes enfants. Je viens de passer 1 an à bosser de 8 heures du mat à 23 heures et à jamais les voir se coucher. Ah ouais. Et la réussite financière n'apporte rien par rapport à ça, quoi. Je pense que c'est quelque chose qu'on partage aussi. C'est un point qui est primordial dans les accompagnements que je fais avec les entrepreneurs que j'accompagne et que j'ai eu beaucoup de mal, mais que je m'applique maintenant à moi-même. Il y a eu un autre décès qui m'a beaucoup marqué.
C'est celui de ma meilleure amie qui est décédée dans un accident de voiture avec sa fille qui avait 4 ans. Son petit garçon lui est resté vivant. Et son petit garçon s'appelle Noah, mon fils s'appelle Noé, ils sont nés à quelques jours d'intervalle. Enfin, bref, je te laisse passer toutes les résonances émotionnelles qu'il peut y avoir avec cet ami. Et ça m'a mis une grosse claque dans la tête d'écologie personnelle et de comment est-ce que j'avais envie d'investir ma maternité. Ouais. Et aujourd'hui, je fais pas 300, 400 000 euros, 1 million de chiffre d'affaires, tu vois, je fais tranquille mon petit 100, 150. Là, je vais pouvoir passer à la vitesse un peu supérieure, mais je suis hyper contente avec ça parce que je peux prendre le temps de vivre le moment présent avec mes enfants. Je peux prendre le temps de m'octroyer ça et mon entreprise va peut-être prendre chez toi, moi, 5 ans, 6 ans, 10 ans de plus que ce que ça aurait pu prendre pour arriver à l'objectif que je veux, mais j'ai vécu. J'ai vécu ce que je voulais vivre avec mes enfants, mes chevaux, mon conjoint. Après, il y a plein d'autres choses sur lesquelles j'ai encore du mal à trouver de l'équilibre, évidemment. Mais pour moi, mes enfants, ne pas passer du temps avec mes enfants, c'est hors de question. Ils sont ma plus grande motivation à l'écologie personnelle, peu importe les résultats. Et je célèbre vraiment ça, quoi. Ouais. En tout cas, tout ça pour dire que pourquoi je dis coach business militant, c'est que je veux militer pour que ces manières-là de voir l'aventure entrepreneuriale deviennent de plus en plus la norme auprès de toutes les autres entreprises qui font un peu ce qu'on fait. Ouais. Tous les autres coachs, tous les autres accompagnants, tous les bootcamps, les formations, blabla, j'en sais rien. Et ça, je pense que c'est un rôle que je peux jouer parce que j'appartiens au groupe social. Ce sont des amis, ce sont des personnes que j'estime profondément, qui ont des parcours de vie différents du mien, avec leurs propres valeurs, etc. Et ça, c'est génial. Mais ce que moi, j'ai vécu me donne quelque part cette piste d'incarnation-là, quoi. Ouais. Merci Thomas. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu voulais absolument parler là dans cet épisode? Bah, je me demande si toi, tu es satisfaite de ce que j'ai dit pour l'instant sur la prospection consentie, comme c'était un sujet. Moi, je suis hyper contente de partager ce podcast. Si on veut en refaire un deuxième où on va vraiment approfondir ce thème-là, ça pourrait être intéressant. Mais j'ai une autre proposition peut-être pour toi après, donc tu m'en diras plus hors podcast sur cette thématique en particulier. En tout cas, si toi, tu es satisfaite, je suis satisfait. Cool. Il me reste une question à te poser, 2 questions à te poser, Thomas. La première, c'est où est-ce qu'on te retrouve? Alors, ça dépend de quand sortira l'épisode. S'il sort avant le 1er septembre 2023, surtout pas sur les réseaux sociaux parce que j'ai décidé de faire une coupure de 1 mois et demi et de les supprimer. Et je pense qu'on devrait tout avoir ce petit rituel annuel parce que clairement, ça me fait déjà énormément de bien alors que ça fait que 2 jours. Donc pour l'instant, la meilleure manière de me retrouver, c'est ma newsletter qui, elle, continue toutes les semaines. Un regard approfondi et des conseils pour entreprendre. Où est-ce qu'on s'abonne à ta newsletter, Thomas? thomasburbidge.com/newsletter. Et pas Burbridge. Et sinon, pas Burbridge, ouais, tout à fait. Je te repasserai le lien si tu veux pour être sûr d'avoir le bon truc. Et sinon, un autre endroit pour créer du lien avec ce que je partage, c'est mon podcast Young, Wild and Freelance, thomasburbidge.com/podcast, ou alors toutes les plateformes imaginables. Et là, il y a plus de 100 heures de discussions comme celle-ci avec que des gens qui sont indépendants ou indépendantes sur toutes les dimensions de l'entrepreneuriat, avec ces 3 spectres qu'on a un peu couverts là, qui sont nos spectres pédagogiques. Il y a la théorie business, le développement humain, donc qui parle de l'individu que vous êtes, et la pensée systémique plus globale, qui est, OK, on dézoome et on prend conscience de la place de chacun de nous en tant qu'individu dans un spectre plus global et une tapisserie plus globale, interdépendante. Du coup, il y a ces 3 regards sur le fait de vivre une aventure entrepreneuriale. All right. Et dernière question que je pose à la fin de toutes les interviews, c'est quoi pour toi, Thomas, la stratégie du bonheur? Ah, j'adore. J'ai réfléchi un peu en plus à ça, je ne savais pas si tu l'as posé. Pour moi, on a besoin d'osciller entre 2 choses pour être heureux et heureuse. On a besoin du moment présent dont tu as parlé, c'est-à-dire cultiver une pratique qui nous ramène dans la gratitude de ce qui existe. Et je pense qu'on a tous et toutes déjà goûté à ça, ces petits moments où on est, tu vois, genre on a un goût en bouche de « Oh putain, c'est cool ma vie là ». Il faut qu'on pratique régulièrement le fait de revenir à ça. Mais moi, ce que j'aime bien me dire, c'est que je pense qu'on a aussi besoin
de ce que nous, dans notre pédagogie, et c'est le nom de l'entreprise, on a besoin d'un horizon kaléidoscopique qui nous donne envie. Et donc, la boîte s'appelle Kaleidoscope Horizons Inc. Inc, ça veut dire incarné. L'idée de ça, c'est une projection future de nos aspirations, nos idéaux, nos rêves, nos projets, qui nous fait nous dire « J'ai trop envie de mettre mes ressources au service de ce futur-là ». Et je pense qu'on a besoin d'osciller entre les deux, d'avoir à la fois cet ancrage de le moment présent est déjà parfait, et en même temps, sachant que de toute façon, je suis là, j'ai encore une poignée d'années à vivre, je l'espère plus ou moins longue, autant m'amuser à construire des choses qui me donnent envie, quoi. Et ça, c'est une quête que je vous invite à voir, c'est quoi mon horizon kaléidoscopique? Kaléidoscopique parce que unique pour chaque être humain, différent pour tous et toutes. Comment je fais pour aller construire ça, tout en ayant le détachement de me dire le présent est déjà plutôt bien. Cool, merci Thomas.